Bienvenue dans Au-delà des performances, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs et dirigeants pour parler sans filtre de leur réalité au quotidien. Je suis Carole Messonnier, naturopathe, et dans chaque épisode, je vous invite à découvrir des parcours de femmes et d'hommes engagés à travers des échanges vrais, humains, autour des difficultés qu'ils ont rencontrées et de la manière dont ils ont trouvé leur propre équilibre à leur façon. Un nouvel épisode vous attend tous les 15 jours, et si ces conversations vous plaisent, je vous invite à vous abonner et à laisser 5 étoiles pour soutenir le podcast. Aujourd'hui, je reçois Aurélie Armand, directrice conseil en transformation et RSE. On a parlé du rôle, pas toujours évident, des DRH qui absorbent les galères, les tensions, les émotions des autres, tout en essayant de rester solide soi-même. De cette tendance qu'on peut avoir à mettre des cadres sur ses propres fêlures pour continuer à avancer coûte que coûte, sans toujours écouter ce qui se passe à l'intérieur. On évoque aussi l'impact de la préménopause et de la ménopause, encore trop tabou dans le monde professionnel, et comment ces bouleversements intimes viennent parfois bousculer nos certitudes, nos prises de décision et notre posture de leader. On parle enfin du chemin pour se remettre d'un épuisement professionnel, accepter que son ressort intérieur ne retrouve pas forcément toute son amplitude, mais qu'on peut avancer autrement avec plus de nuances et de respect pour soi. Bonne écoute! Hello Aurélie! Bonjour, Bienvenue dans le podcast. merci de m'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors moi je suis Aurélie Perret-Armand, j'ai presque 50 ans maintenant, je suis montpelliéraine depuis à peu près 25 ans avec un mari et un grand garçon de presque 19 ans et j'interviens dans le secteur des ressources humaines depuis 25 ans. À différents titres, à la fois en tant que consultante, et puis en tant que DRH. C'est quoi la différence entre consultante et DRH? Alors la différence, c'est une différence de posture pour moi. C'est-à-dire qu'en tant que consultante, on intervient souvent en amont, quand les entreprises ont des rencontres, des enjeux RH qui peuvent être ceux du recrutement, de l'organisation des équipes, de la montée en compétences ou du transfert de compétences, par exemple, hein. Mmh. Et puis, ils nous demandent en tant que consultante de venir un petit peu auditer, cet enjeu et de préconiser un plan d'action. En tant que DRH, on est beaucoup plus sur des sujets structurants, un peu plus long terme souvent, qui sont relatifs aussi au même sujet, hein, d'organisation, de montée en compétences, en tout cas de skilling des entreprises et qui font appel à des outils assez techniques, pour y répondre. Donc, ça peut être des plans de développement de compétences, ou quand je parle de technicité, c'est aussi comment on va financer, ce plan d'action, comment on va aller chercher des leviers, à la fois financiers et puis organisationnels. Mmh. C'est quoi qui t'a donné envie, d'aller dans cette branche, du RH? Oh là! Alors l'opportunité, je dirais, plus que La le plan de ouais. carrière, oui. Moi, j'ai fait des études de psychologie sociale et du travail, sur Aix-en-Provence et au moment de la fin des études, donc maîtrise et DESS, puisque je suis d'une époque où on était encore entre la maîtrise et le DESS, Mmh. j'ai commencé à faire des stages, au sein de cabinets RH, puisque c'est quand même une des voies de sortie. Et j'ai surtout pris goût à 2 aspects, c'est-à-dire, le comportement individuel au sein d'un collectif et puis un autre aspect qui, là, me passionne aujourd'hui, qui est le collectif en lui-même. C'est-à-dire, comment un collectif se comporte dans un cadre, organisé ou Mmh. moins organisé et comment il arrive par ses interactions, par ses ajustements à répondre à un objectif commun. Voilà, c'est ça qui m'a interpellée et intéressée et qui continue à m'intéresser dans ce métier. Tu as vu quoi comme, évolution sur, cette partie très collective ou comme, levier pour vraiment, améliorer? Parce que bon, collectif, ça a rien d'évident. Non. Alors, ça a rien d'évident et dans le même temps, c'est quelque chose enfin, un collectif de personnes dans un cadre commun, c'est extrêmement prévisible, psychologiquement parlant. D'accord. C'est-à-dire que
Pour moi, en tout cas, un individu, la trajectoire d'un individu, son comportement, ses choix, ils sont difficilement, prévisibles. Du moment qu'on met l'individu dans un collectif avec un certain nombre de règles et de cadres et d'objectifs communs, on peut à peu près prévoir ce qui va se passer selon, les événements. Mmh. C'est-à-dire la réaction du collectif selon les événements. Donc il y a un des leviers qui est déjà de ce qu'on apprend en psycho en fait, hein, c'est-à-dire de bien connaître ces types de réactions, le comportement d'un individu dans un groupe. On a toujours l'envie S'intégrer. de s'intégrer au groupe, exactement. Donc qu'est-ce que ça veut dire en termes RH? Ça veut dire de travailler sur, notamment les parcours d'intégration, au sein du collectif pour veiller à ce que l'individu qu'on a recruté reste un sujet, reste, Mmh. lui-même, tout en trouvant suffisamment de commun avec, l'équipe qui rejoint pour s'intégrer le mieux possible et qu'il se sente à sa place. Mmh. Donc c'est ça les leviers, pour moi, en tout cas, encore aujourd'hui, après 20 et quelques années, d'exercice dans D'expérience. ce métier-là. Oui. C'est intéressant parce que, RH du coup, en plus du côté stratégique de recruter les bonnes personnes pour tel poste et cetera, il y a un vrai côté stratégique, collectif pour réussir à les amener, auxquels on quand on n'est pas dans le milieu, on pense pas forcément ou qu'on n'a pas forcément identifié. Oui, effectivement, il y a c'est effectivement plusieurs strates, c'est-à-dire la strate de l'individu dans à la fois son collectif, micro, c'est-à-dire par exemple son équipe, ou le site dans lequel il évolue ou le client avec lequel il intervient. Il y a ce collectif-là qui peut être diffus, hein, d'ailleurs, qui est pas forcément unité de temps, unité de lieu, mais qui répond à un objectif commun. Et puis après, il y a, moi, ce que j'appelle, sans du tout dévaloriser, mais la technostructure. Et la technostructure, elle a un objectif, un objet, qui est souvent un objet commercial et il faut que l'ensemble de ces mécanismes ou de ces collectifs, ensemble, répondent à l'objet et notamment à l'objet commercial de l'entreprise. Mmh. Voilà. Comment tu arrives à transporter les salariés, à les garder motivés et impliqués, dans le travail? Parce que bon, autant quand on est chef d'entreprise, c'est facile parce que enfin, «c'est facile» entre guillemets parce que, bah, tout dépend de nous donc faut y aller quoi. Oui. Mais bon, quand on est salarié, il peut y avoir un petit peu, une distance qui peut se mettre ou Hem, alors moi, dans mes expériences, je me suis beaucoup, beaucoup appuyée sur les managers. Voilà, donc je peux difficilement, moi, à mon niveau, garder, motiver les collaborateurs. Donc ça passe par, toujours pareil, hein, un travail notamment avec les managers, en à la fois indiquant aux managers ce qui pourrait être intéressant pour, la motivation des équipes, donc et puis avec certains collaborateurs, de travailler avec eux en intelligence collective pour faire émerger, eux, leurs besoins. Parce que moi, je reste convaincue qu'à chaque contexte, il y a une adaptation des actions à mener et que ce sont les personnes qui sont dans le contexte qui sont les plus à même de s'exprimer sur leurs besoins. mmh mh. Donc pour garder je suis pas sûre d'avoir réussi à chaque fois à garder les collaborateurs motivés, mais en tout cas, aller les voir dans un cadre précis, leur demander, et faire émerger leurs besoins pour y apporter des réponses avec la boîte à outils RH, ça me semble être, une façon de faire. Mmh. Mmh. Quand on s'est eu, au téléphone là pour préparer le podcast, tu m'as raconté que pendant le covid, tu es, sortie du bureau, Ça a été compliqué cette période. Ça a été une période compliquée et extraordinaire. Extraordinaire parce qu'en termes RH, vraiment, et ça, moi, j'en discute, beaucoup avec des consoeurs, avec des confrères, RH également. On En fait, ça faisait des années, pour beaucoup de RH, qu'on «luttait» entre guillemets pour mettre en place un certain nombre de choses, comme, par exemple, l'organisation du travail distance, mmh. hybride, ou du télétravail.
une communication très très digitalisée, pareil hybride avec, des moments sur site, forts et puis peut-être des moments un peu plus distanciels, mais quand même d'avoir des supports là-dessus. Bref, sur tout un tas de sujets, on était un petit peu en lutte et le covid et particulièrement le premier confinement, avec sa brutalité aussi, hein, Ouais. nous a permis de passer un step, en disant: «Ben, en fait, on a tout dans les cartons là, maintenant on met en place et on met en place très vite». Sauf que dans ces moments-là, c'est toujours, brutal. Vraiment et donc comme tout ce qui est brutal, ça peut être mal vécu par des personnes parce que ça les met en angoisse, ça les met en difficulté aussi parce qu'elles ont pas les ressources pour faire face à la situation ou elles la comprennent pas bien. Nous, ça a été le cas comme dans beaucoup d'entreprises, hein, sur un certain nombre de salariés qui ont vécu, l'approche du confinement, hein, c'était même, pré-confinement, donc la semaine d'avant, de manière très où ils se sont dit: «Ben, en fait, je perds tous mes repères». C'est-à-dire je perds, la relation collègue, en tout cas, c'était leur sentiment, leur ressenti et donc ça a généré pas mal d'angoisse qu'ils ont malgré tout, je pense à un ou 2 qu'ils ont réussi à exprimer, alors de façon un petit peu différente parce que chacun a ses modes d'expression, Ouais. quand l'angoisse arrive et bah, là, il s'est agi effectivement de, à la fois, organiser, adresser les besoins collectifs, donc ça veut dire comment on aménage des postes de travail au domicile des collaborateurs pour qu'ils puissent passer plusieurs semaines, chez eux, Mmh. enfermés, mais malgré tout en lien avec l'entreprise. Ouais. Et puis, il s'agit d'adresser de manière très proche les situations individuelles, et notamment, je pense à 2 situations. Une, où on a un collaborateur qui a fait vraiment des crises d'angoisse à l'idée de se retrouver seul. On a étudié pas mal de solutions, notamment la solution de le faire venir malgré tout dans les locaux et cette solution n'a pas été possible. Donc on l'a accompagné pour qu'il fasse, quelques cartons et qu'il puisse aller s'installer dans sa famille, on l'a mis dans le train en fait avec Mmh. ses cartons, puis on lui a fait livrer son matériel, qu'il puisse passer le confinement, dans Entouré. son entouré. Mmh. Et ça a été, le confinement s'est très bien passé pour ce collaborateur-là. Et puis un autre où là, ça a été un peu plus sport puisque, l'angoisse a fait que sa réaction face à l'angoisse a été de se mettre une mine, hein, en fait, donc de s'alcooliser plus en fin de matinée. Si bien que ses collègues n'avaient plus aucune nouvelle pendant 2 3 heures, se sont mis eux, à leur tour, en forte anxiété Ouais. et donc m'ont dit: «Ben, on n'a plus de nouvelles, on est très inquiets, la dernière fois qu'on l'a eu en visio, on avait l'impression qu'il tanguait un peu, on a peur qu'il ait fait une bêtise» et cetera. Donc, bah, là, j'ai pris mes petites affaires, j'ai pris ma collaboratrice et on est allé sonner, chez le collaborateur en question qui effectivement avait abusé Il faisait de l'alcool. il faisait sa petite sieste, Ouais, exactement, exactement. Donc on a réveillé et ça a été extrêmement finalement alors ça a été assez angoissant et presque, énervant sur le coup, Mmh. parce qu'on avait autre chose à gérer, mais sauf que, bah, ça a été extrêmement positif, pour, par la suite puisque, le collaborateur nous a remerciés évidemment beaucoup et puis il m'a dit: «Mais j'ai plus touché» enfin un moment après, il Mmh. dit: «J'ai plus touché une goutte Ça d'alcool lui a fait un depuis ce» déclic. oui, Oui. oui. Ça, c'est un beau, alors je sais pas si sauvetage c'est le mot, mais parce que l'alcool quand on commence à pencher dedans, c'est compliqué. Donc c'est chouette, que cette action ait pu, permettre de couper cette toxicité, assez rapidement, quoi. En tout cas, lui, ça lui a fait effectivement un vrai déclic Mmh. et le confinement, enfin, il y a plus de sujet pendant toute la Ouais, tout le durée du reste, confinement et
Voilà et parce qu'effectivement, il y a eu ce déclic-là enfin, quand il a ouvert la porte, il était, presque il en a pleuré quoi, hein, et je pense que le déclic réel, ça a été qu'il s'est senti soutenu, Mmh. en fait. Alors pas que par RH, hein, mais, Ouais. par ses collègues Et aussi, oui. puisque c'est quand même ses collègues qui ont alerté. Heu, Sa première réaction, ça a été: «Vous allez me virer». Et en fait, de voir que non, là, c'était de C'était la bienveillance, l'inquiétude, ouais. c'était de la bienveillance et qu'en fait, on voulait le ramener, au sein du groupe, ça a été extrêmement positif. Mmh. Mmh. Comment tu fais pour, émotionnellement gérer, tous ces chocs un peu émotionnels? Parce que j'imagine qu'en tant que DRH, tu es souvent, mis face à face avec les épreuves, des collaborateurs, Oui, alors, plus ou moins bien. Ouais. Ça dépend des hem, alors, premièrement, on est malgré tout, à mon sens, hein, enfin, en tout cas, là, je vais parler pour moi parce que c'est compliqué De faire une d'avoir des généralité. oui, Mmh. oui, je pense, de prendre un peu de distance. Voilà, alors c'est toujours facile à dire, c'est rarement facile à faire, mais il y a une nécessité à quand je dis prendre de la distance, c'est pas forcément, émotionnellement, mais c'est prendre de la distance dans le toujours pareil avec un professionnalisme, en se disant: «Bah, là, j'ai une personne qui, parce qu'elle vit, hem, va» pardon de le dire comme ça parce que c'est extrêmement, ça peut sembler extrêmement froid, mais parce qu'elle vit, elle va du coup avoir des difficultés à remplir l'ensemble de ses missions. Parce que, des soucis, parce que physiquement, Mmh. amoindrie, affaiblie, enfin peu importe les motifs. Mais en tout cas, l'événement qu'elle vit ou ce qu'elle vit dans son quotidien lui permet pas d'être à 100 dans la réalisation de ses missions. Donc déjà, il y a un premier point, à mon sens, qui est: qu'est-ce que ça vient dégrader dans ses missions et quels sont les outils à notre disposition pour qu'on puisse compenser ça? Donc est-ce que c'est, une organisation du temps de travail? Est-ce que c'est la prévenance auprès des collègues, et du manager en disant: «Bah, Mmh. écoute, on va réduire un peu, La ses charge, objectifs, sa charge», parce qu'on sait que l'entreprise peut accepter ça. Après il y a d'autres leviers, hein, l'arrêt maladie, enfin, il y a pas mal d'autres leviers. Donc il y a ce premier point qui, moi en tout cas, me permet de rester une interlocutrice auprès des salariés en disant: «Ben, on oriente vers les solutions. mmh. Voilà, tout ce que tu vis, on le prend en compte et à partir de là, on essaie d'orienter vers des solutions ensemble». Il y a l'autre point qui est quand même on est touché. Et puis ça, il faut l'accepter, Ouais, je pense. ça fait Alors partie du jeu, oui, mmh. oui, ça fait partie du jeu parce que moi, les seules fois dans mon métier, bon, j'étais beaucoup plus jeune, donc je pense qu'il y a aussi, une histoire d'expérience et de vécu. Mais quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup, beaucoup œuvré dans le bilan de compétences, dans les accompagnements individuels et à force d'être touchée par les histoires de vie, je me suis beaucoup, beaucoup protégée, donc beaucoup éloignée Mmh. et au final, je pense que je faisais moins bien mon métier. Donc c'est pour ça aussi que j'en ai changé d'ailleurs et donc il y a d'accepter ce truc-là et du coup de se faire accompagner, enfin en tout cas moi c'est un de mes leviers, de me faire accompagner régulièrement. Alors moi mon axe c'est plutôt par des psychothérapeutes pour soi-même analyser son propre vécu Mmh. au regard qu'est-ce qui vient résonner dans notre, Propre vie. dans notre propre Mmh. vie et à quel moment on est pro et à quel moment on projette nos propres Angoisse, ouais. besoins, nos propres angoisses sur ce qu'on vient proposer aux collaborateurs. Mmh. Voilà. Ça t'a fait, avancer du coup même sur toi, tes propres, angoisses, tout cet effet miroir avec les collaborateurs, Ah oui, énormément, énormément, et j'ai envie de dire, en permanence. C'est-à-dire au fur et à mesure que nous-mêmes vivons des choses,
ça implique des changements chez nous qui vont forcément se retentir Mmh. dans notre relationnel et particulièrement ceux avec lesquels on a le plus de relations, c'est-à-dire, en milieu professionnel. Et donc ce truc-là, oui, 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 il me fait progresser quasiment au quotidien parce que c'est un très bon miroir. Ouais. C'est un très bon miroir, mais il faut, à mon sens, il faut quand même en avoir conscience. C'est-à-dire se dire: «Ben, je sais que là, la réaction que j'ai dans cette situation pro, hem, Et impacté, par ma vie perso. exactement. Si je vivais pas ça à côté, je n'aurais pas cette réaction-là. Pas Mmh. aussi vive ou peut-être pas aussi éloignée justement». Heu, donc ça oui, oui. Après c'est chaud, hein. Ouais. Tu m'étonnes. Ouais, selon ce que tu traverses, effectivement, quand tu te prends Ah le miroir, en plus au boulot, oui. Bah, c'est, moi j'ai arrêté alors, petit à petit, hein, pas brutalement, mais l'activité bilan de compétences, notamment, dans une période de vie où j'ai eu un gros accident de voiture. Donc j'ai réalisé que mourir pouvait être très rapide, mmh. et 1 mois après, j'étais enceinte, et je On passe de la mort à la vie, ah oui, dans en 4 semaines, et à partir de ce moment-là, ce que j'ai été beaucoup accompagnée, hein. Ce que j'ai exprimé, c'est, bah, en fait, ce que j'ai besoin de gérer moi, en termes de où tu en es justement par rapport à la mort, par rapport à la vie et cetera, me permet pas d'être 100 disponible pour des personnes qui ont, elles, besoin, bah, pareil pas pareil, mais d'orienter une carrière, de prendre mmh. des décisions structurantes pour le reste de certaines années de vie, et donc j'ai réduit fortement cette activité-là parce que je me suis dit: «Mais en fait, tu n'as pas la disponibilité pour permettre aux personnes de bien s'orienter, quoi». Mmh. Tu te sens en sécurité émotionnelle aujourd'hui dans toutes tes missions? Mmh, c'est une bonne question. Alors, j'aurais tendance à dire oui, parce que alors je sais pas si c'est de la sécurité émotionnelle, mais je pense que oui. Mais chez moi, ça passe beaucoup par ce que j'appelle le soutien. Alors le soutien, c'est pas forcément l'empathie et cetera. C'est se dire: «Je sais que, il peut à certains moments de fragilité, justement émotionnelle, je vais avoir des interlocuteurs qui vont entendre ça, qui vont Mmh. pas forcément pouvoir le prendre en charge, le résoudre ou quoi que ce soit, mais en tout cas qui sont en capacité de l'entendre sans jugement. Mmh. Ce qui est énorme déjà, hein? Oui, voilà, donc c'est pour ça que je dis oui, Mmh. y compris chez les clients, hein, Ouais. y compris chez les clients. D'ailleurs, j'ai cette chance-là d'avoir des clients qui, heu, comprennent ce truc-là et qui sont en capacité de dire: «Bon, OK, on le prend en compte». Mmh. Voilà, on réoriente, on le prend en compte. Il y a eu des moments, dans ta vie pro où cette sécurité émotionnelle, tu l'as pas retrouvée? Oui, ouais, ouais, oui, il y a eu des moments, alors c'est souvent insidieux, donc c'est rare, c'est pas des c'est pour ça que j'hésite parce que pour moi, c'est pas des moments, mais c'est comme des petites fêlures là, comme on voit parfois dans les maisons. Mmh. Heu, il y a une première fêlure. Et puis on regarde ça en se disant: «Non mais ça va, ça craquelle un peu mais c'est pas grave». Heu, Tu compenses? voilà exactement, tu repars un peu dessus. Et moi tu te dis: ou alors je vais mettre un cadre, je vais mettre un petit cadre dessus, ça va bien se passer». On verra plus, ça réglera le problème. Voilà, exactement. 2e fêlure, tu dis: «Waouh, il y en a une deuxième là, alors si je mets des cadres partout Ça à fait chaque beaucoup de fois, cadres à la fin. beaucoup de cadres là, pouf, ça va Ça être va un être peu lourd. lourd». Exactement, ça se trouve le mur il va tomber à cause des cadres, quoi, et c'est un peu ce qui se passe en fait. C'est-à-dire qu'à force d'alourdir le machin, de manière très artificielle,
Bah, en fait, tu caches la réalité de ce truc-là, qui émotionnel souvent, mais aussi, très très systémique, enfin très très, qui est factuel. C'est pas que l'émotionnel. C'est-à-dire que le vécu, on a chacun nos façons de vivre les choses et effectivement, ce que je disais tout à l'heure, d'avoir les ressources pour y faire face. Mais en réalité, quand ça commence à craqueler, c'est jamais que le fait de la personne qui vit mal une situation. C'est des fois souvent, la situation qui est mal, qui ne peut pas être bien vécue, en fait, par Mmh. personne. Ouais. Donc après chacun, a un niveau de cadre, un petit peu différent, arrive à porter le poids un petit peu différemment. Mais à résoudre quelque chose, c'est la situation qu'il faut résoudre. C'est pas mettre de la peinture ou des cadres sur les failles. Donc c'est insidieux. Heu et le moment important, c'est le moment où justement avant que le truc s'effondre, de te dire: «Ben, comment je fais pour, vraiment aller regarder ces failles-là?» Et le questionnement, moi, bah, chez moi, ça a été et j'y ai pas répondu à chaque fois de la même manière. Est-ce que j'ai la force d'adresser cette faille-là ou cette situation-là pour la changer? Et auquel cas, bah, comment? Mmh. Voilà. Plan Ou d'action. plan d'action. Et si j'ai pas la ressource ou si je vois que en fait, c'est plus fort, enfin, c'est plus grand que moi, comment tu trouves la force pour te barrer? Enfin, pour te barrer, Ouais. pardon de le dire comme ça, Ouais, mais en ouais, tout non, cas mais pour vas-y. t'extraire de Mmh. cette situation-là. Parce elle peut toi, à ton niveau, tu peux pas la résoudre et elle te fait du mal. Donc il faut en sortir. Voilà. Donc ça, c'est mes deux types de réactions Que tu as appris, sur le terrain, que j'ai appris, souvent à à la vivre. malheureusement, on va dire, que j'aurais préféré peut-être ne pas vivre, parce que c'est jamais très agréable. Mais oui, 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 dans un vécu, moi, j'ai une un premier moment où justement il y a beaucoup de choses qui se sont mélangées quand j'étais dans le cadre du conseil et notamment bilan de compétences, ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a eu des événements perso, violents et émotionnellement un ascenseur émotionnel de Mmh dingue, mh. plus, des situations professionnelles, pas, un mode relationnel qui s'installait, qui me convenait pas, en tout cas qui me faisait pas du bien et heureusement que j'étais accompagnée en termes par une psychologue, moi que j'avais identifiée à l'origine par rapport à résoudre le trauma de l'accident de voiture et qui finalement dans le travail qu'on a mené ensemble, me dit: «Mais en fait, il y a pas que ça. Mmh. Il y a pas que ça». Ça, c'était, la pointe de l'iceberg, quoi. Exactement. On a dit donc on va travailler aussi sur ce qui se passe en termes pro, parce que là, vous me décrivez des situations qui ne sont pas acceptables et de mettre ces mots-là dessus, alors ça a pas résolu la situation, mais en tout cas, ça permet individuellement de se dire: «Bah, c'est pas moi le problème. Le Mmh. problème, c'est, que le système dans lequel je suis en train d'évoluer m'est nocif». Donc là, ce qu'on a convenu ensemble, parce que je pense qu'émotionnellement, j'étais pas en capacité d'aller l'adresser, c'est que je me barre. C'est ce que j'ai fait, plutôt correctement. Donc ça, c'était extrêmement positif. Et la deuxième situation à laquelle je pense, là, elle était différente. C'est-à-dire que j'étais dans un moment de fin de cycle, moi, ce que j'appelle fin de cycle, c'est-à-dire j'étais dans une entreprise, dans laquelle ça se passait très bien avec une équipe, géniale, et notamment une équipe avec laquelle je bossais, enfin que je manageais. Vraiment génial et pour autant, beaucoup de lassitude personnelle, intellectuellement, je trouvais que ça commençait à ronronner
et puis une envie je voyais que il y avait certaines choses qui changeaient et qui allaient pas me convenir et de me dire: «Ben, il vaut mieux que tu t'en ailles», forte de l'expérience précédente. Mmh. «Il vaut mieux que tu t'en ailles avant qu'après», et donc j'ai commencé à essayer de mettre les pions pour partir, sereinement et il y a tout un tas de choses qui ont fait que j'ai retardé cette décision. Notamment le fait que, ça se passait très bien, dans les relations justement avec les équipes, et je suis partie trop tard. Je suis partie trop tard pour moi. Mmh. Parce que à trouver justement des petits tableaux comme ça jolis en se disant: «Non, non, mais je peux pas le faire, parce que ça se passe bien, parce que je peux pas lâcher les gens, et parce que peut-être ça va aller mieux», Ouais. bah, je me suis abîmée et quand je dis: «Je suis partie trop tard», c'est que je suis partie avec un ressort qui était un peu moins Rebondissant. exactement. Donc là, je le vois, les effets aujourd'hui, c'est que dès qu'il y a, des moments un peu de fatigue ou de doute, bah, je sens que le ressort Ah oui. il est moins Tu fort, sens que quoi. ça impacte encore, que Oui. ton ressort a pas retrouvé toute son Non, amplitude. et je pense très sincèrement qu'il le retrouvera pas. Mmh. Qu'il le retrouvera pas parce que je suis la conviction que j'ai par rapport à mon vécu, mais pour, malheureusement avoir vu d'autres moments d'épuisement pro, hem, tu retrouves jamais tout à fait la situation initiale. Et au fur et à mesure, ce qui est le plus enfin, moi, ce que je trouve très compliqué, c'est d'admettre ce truc-là. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est Ouais, d'admettre ce truc-là. Voilà, c'est de te d'accepter, qu'on reviendra d'accept pas, non, à ce qu'on imagine être son top en tout cas, exactement. Ou et du coup, d'essayer de le trouver ailleurs. mmh. Tu l'as trouvé aujourd'hui, Pas tout à fait, Mmh. pas tout à fait. Il est pas loin. Ouais. Ouais, vraiment, vraiment, il est pas très loin. Ça pareil, hein, merci les amis et puis, les soutiens et la psy. Parce que justement, je pense avoir un regard assez clair sur là où j'en suis. Et ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Ce que je te disais, au téléphone, moi j'ai un enfant de 19 ans qui a les résultats de son bac cet Ouh là après-midi. là. On touche du bois. Ouais, exactement. Donc donc c'est pas mon moment, c'est le sien. Ouais. Voilà, et ça va être pour autant très structurant aussi pour moi. Mmh. Voilà, donc c'est pour ça que je te dis: «Je suis pas loin», Ouais, tout mais dépend pas entièrement de toi. exactement. C'est Avec le recul, qu'est-ce que tu as repéré comme, signaux, un petit peu qui affaiblissaient ce ressort, comme signaux d'alerte? alors avec le recul, un qui est, ce que j'appelle moi la fatigue, mais qui est plus une fatigue émotionnelle, qu'une fatigue physique. Vraiment, c'est-à-dire l'amoindrissement de l'élan vital, en fait. C'est-à-dire j'ai moins envie. J'ai Mmh. moins envie et quand tu es, bah, comme c'est mon cas, comme c'est le cas de beaucoup de personnes que j'ai croisées qui ont eu ce genre d'expérience, c'est souvent des personnes qui trouvent beaucoup de ressources dans leur activité professionnelle. Ça les nourrit et quand, tu as le sentiment que la nourriture s'appauvrit, Mmh. que, Elle a moins qu'il de faut goût. elle a moins de goût, qu'il faut que tu fasses des efforts pour manger, ça, c'est un premier signal. En tout cas, pour moi, c'est un premier signal. Ouais, Se dire: «Ben, en fait, tu pas toujours au top, hein, évidemment». Mais cet élan vital-là qui te dit où tu as la confiance dans le truc de te dire: «Bah, en fait, je vais m'épanouir aussi sur ce volet pro», et que ça tu commences à douter là-dessus, moi, c'est jamais un bon signal. ouais. Le 2e, en tout cas pour ma part, c'est un niveau d'irritabilité, très fort, très rapide et très fort, alors que je pense que c'est pas ma personnalité et donc le 2e signal, c'est celui-là. C'est-à-dire que quand je commence à être agacée, par certaines situations,
pro qui sont dans mon scope, hein, qui sont dans ce que je dois gérer, dans mes responsabilités, je lui dis: méfie, Ouais, il y a un petit truc qui cloche il y là. a un truc qui est pas aligné, qui cloche. Et le troisième, c'est que alors ça, c'est très perso par contre, je pense, c'est que, plutôt que, heu, à l'époque en tout cas, et ça peut revenir encore maintenant, plutôt que d'essayer de me ressourcer, je vais aller m'épuiser. Voilà, donc et là, je sais la différence entre le jaune, le orange et le rouge. C'est que quand je suis dans le orange foncé, quand je suis dans le jaune, je vais prendre les mesures pour, me reposer et pour, retrouver de la ressource Ouais. ou pour changer la situation. En tout cas, ce qui me convient pas. Quand je suis dans le orange foncé, je vais m'épuiser. Donc je vais m'épuiser en mode enfin vraiment intellectuel, je vais scroller, en permanence sur les Ouais. réseaux, sans aucune, attention, hein, portée, Juste pour essayer de s'anesthésier un peu, quoi. exactement, exactement, voilà. Et après quand tu es dans le rouge? Ah bah, quand je suis dans le rouge, je pleure. Quand je suis dans le rouge, je m'isole. Et je m'isole pas des bonnes personnes. Je m'isole des personnes qui peuvent m'aider à y voir plus clair. Donc ça devient pas bien barré, hein. Désolée. Et je pouvais, ça j'essaie de le résoudre quand même, de le réduire à avoir des comportements, ce que j'appelle des comportements addictifs. Donc ce que je disais sur les réseaux, c'en est un, Mmh. mais qui est pas tout à fait nocif. Sinon, moi, un des comportements, ça va être de me mettre une mine aussi, voilà, en soirée. Mmh. Mmh. Après, il y a eu une période quand même assez, intéressante au final avec le recul dans mon parcours, qui est que, moi, je suis allée jusqu'à, avoir, des antidépresseurs. Heu et ce que je ce j'ai lutté toute ma vie, hein, contre les antidépresseurs jusqu'au moment où on me dit: en fait, Là, ça serait peut-être, bien». il y a besoin. Ouais, il y a besoin de passer le cap et antidépresseurs, ça peut aider à ça. Mmh. Je dis: «Ah bah, c'est très bien, on y va». Heu et effectivement, ça a été extrêmement aidant. Mmh. Heu, Aidant aussi aujourd'hui, ouais, ça fait à peu près 2 ans au moins que j'en prends plus. Mais je pense que ça aide certaines parties du cerveau À se réguler, faire au niveau oui, autres neurotransmetteurs, oui, ouais. oui, à se réactiver dans des moments un peu compliqués, à se dire: Mmh. «Bah, tu sais que tu as cette partie-là du cerveau là que tu peux aller activer et qui et retrouver du positif quoi, ou en tout Mmh. cas retrouver de l'énergie». Donc ça, je pense que c au jour avec le recul, ça m'aide aussi beaucoup, et notamment, pas aller sur des comportements ultra addictifs. Ouais. Voilà. Tu sens les effets encore même 2 ans après du coup de cette thérapie, Mmh. vraiment sur ton fonctionnement cérébral au final? Oui. Ah c'est chouette ça. Ouais. Ouais, 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 dans la capacité à aller, ce qui a été intéressant là-dedans, c'est moi, j'étais pas très, je suis toujours pas ni sportive, ni assidue sur un certain nombre d'activités qui connectent le cerveau au corps, Mmh. en fait. Et là, à la fois la thérapie, la chimie et puis, yoga, ostéo, ça m'a quand même permis de ouais, de comprendre, en tout cas, que mon corps et mon cerveau, du coup, comprennent qu'il y a certains mouvements, certaines activités et certains endroits qui peuvent être sollicités, pour faire face à certaines, agressions Mmh. extérieures. J'appelle agression, c'est pas forcément insulte ou Oui, oui, quoi, oui, hein, oui, oui. mais en tout cas, Oui, c'est quelque chose qui vécu toi externe, vient te oui, piquer quoi. exactement, exactement, et ça oui, ça une fois que je pense qu'une fois que le corps et le cerveau l'ont compris, c'est beaucoup plus efficace, dans sur du temps long. Après, il faut des piqûres de rappel. Pour être sûr que c'est bien en place. Voilà, ça fait 3 mois que tu es pas allé au yoga. Là, ça commence à devenir difficile. Tu C'est la qu'il vois faut y le début de retourner. faille? Voilà, tu le vois le début de faille, tu mets pas le Non, cadre, non, tu non. retournes au yoga. C'est
C'est ça. Le yoga, toi, c'est quelque chose où tu as senti un vrai impact, du coup, sur ta Mmh. santé mentale, et physique? Mmh. Oui, vraiment. Alors j'en fais en mode, yin yoga avec, dans un petit studio extraordinaire et j'ai trouvé dans cette pratique moi je fais pas, Vinyasa tout ça là, hein, trop sportif pour moi et le yin, c'est vraiment je sais pas si tu connais? Très peu. C'est une façon de pratiquer le yoga où tu acceptes le vide, en fait et donc pendant 1h30, c'est des postures, où tu restes très longtemps dans la posture. Tu as beaucoup travaillé sur le ressenti du corps à travers notamment le souffle et quand je dis très longtemps, c'est 5 minutes, par exemple, hein, sur la posture, qui est pas forcément, tu vas pas dans la douleur, jamais. Ouais. Mais, Tu vas dans tu vas l'inconfort? chercher oui, exactement, exactement. Tu vas dans l'inconfort, tu vas chercher à résoudre cet inconfort par la position de ton corps, par le souffle et ça implique de t un lâcher prise, en fait. Ouais. Parce que voilà, le seul moyen d'accéder à ce truc-là, donc c'est-à-dire au scan de ton corps et à se dire: «Bah, en fait, quand je suis comme ça, j'accepte beaucoup mieux que quand je suis comme ça». Des fois, c'est jouer 1 centimètre, hein, c'est con. Hem, Ça ne peut avoir lieu que si tu lâches tout. Mmh. Et oui, là-dessus, ça m'a fait beaucoup de bien parce que moi, je suis beaucoup, beaucoup dans l'intellect et là, de réaliser à quel point le corps, était important aussi dans sa capacité à ressourcer l'intellect. Oui, il y a même une vraie, apprentissage de l'écoute de son corps, oui, tu reviens vraiment à toi. Ouais, ouais, Mmh. tu relis les 2 et c'est entre guillemets alors moi, je trouve ça facile, il y a des gens qui arrivent pas, hein, sur le yin, parce que Oui, à c'est rester, effectif face à soi, c'est ouais. face à toi, hein, Oui, tu pas dans la fuite là. non, 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 là, il y a pas d'effort, enfin, il y a pas d'effort, tu sais, Physique, voilà, tu es ouais. pas obligé de te concentrer sur est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, ça parle pas de ça. Il y a pas de performance, dans le yin. Par contre, il y a l'acceptation que, bah, un truc qui te semblait simple parce que justement pas du tout technique, va être très compliqué à appréhender et que ça parle de ton ce qui se passe dans ta tête, mais qui se passe surtout dans ton corps, quoi. Mmh. Moi, ça me convient très, très bien. Ah, tu me donneras l'adresse de Oui, ton studio mais de c'est pas très loin. yoga, ça me parle. C'est pas très loin. Avec grand plaisir. Ils sont Ah ouais, géniales. ah, je trouve que la pro moi, c'est vrai que le yoga, moi, j'ai déjà, un peu testé, mais ça jamais trop convenu non plus. Moi, enfin, tête en haut, tête en bas, ça me stresse, enfin, Ah vraiment, oui, limite, ça me fait faire des crises d'angoisse, quoi, ça me convient pas du tout, mais c'est vrai que cette approche qui est beaucoup plus douce physiquement et qui revient dans la présence de soi et qu'est-ce qui correspond exactement, à mon corps, c'est chouette parce que je trouve que la réponse est du coup très personnelle, quoi. Tu pas effectivement dans la technique, tu pas dans le placement, tu es dans exactement. quel est mon besoin? Oui et là dans le studio, c'est vraiment en tout cas sur le yin et un peu sur le hatha, c'est vraiment cet état d'esprit. Tu as repéré d'autres leviers pour sortir de cette zone rouge qui t'ont aidé? Pas l'isolement, mais la solitude. Ouais. À certains moments, bon moi il y a un levier, mais qui est pas forcément pour sortir de cette zone rouge, mais qui est très important pour moi, c'est la lecture. Je lis beaucoup et de toujours et c'est quelque chose qui me ressource. Et puis après, maintenant, de plus en plus, malgré, encore le niveau émotionnel que ça génère chez moi, c'est d'arriver à écrire et à poser les choses par écrit. Mmh. Ça vient. Ça quand je dis «ça vient», c'est que c'est pas l'action spontanée, mais effectivement, quand je vois les petites lampes rouges là s'allumer, j'en ai une, je me dis: «Bon, il y en a une, c'est bon, ça passe». Cadre, La chut. 2e à la 3e, je dis: «Mmh». Les 2 précédentes, elles vont pas s'éteindre, donc d'ici peu. C'est la 3e s'allume, c'est pas bon. Hem Et là, je prends un moment souvent et je pose et j'écris et quand j'écris, je me mets pas de contraintes Mmh. et j'écris la situation et en principe,
ça éclaircit beaucoup de choses. Ouais. Voilà et c'est là aussi où je peux prendre des décisions en me disant: «Ben, justement, cette situation-là posée sur le papier, est-ce que comment tu peux qu'est-ce que tu peux modifier pour que les petites lumières, elles s'éteignent là?» C'est Moi, c'est quelque chose que je propose très souvent, en consultation d'écrire parce que je trouve que, le problème, c'est que, mmh, quand on l'écrit pas, quand on l'exprime pas, déjà, ça reste dans la tête, de manière très brouillon. En plus, c'est très compliqué d'y ramener de la clarté et surtout, ça reste ancré en nous, quoi. mmh. Ça, on l'a Mmh. pas exprimé, Ouais. on l'a pas sorti de soi et je trouve qu'écrire, rien que pour ça, ça permet au moins de sortir de son corps tous ces trucs qui nous encombrent et qui se passent et dont on n'arrive pas à se dépêtrer, quoi. Et effectivement, le fait de poser, ça permet littéralement de prendre un peu de recul et de se dire: «Ah tiens, là, il y a des liens à faire que j'avais pas forcément vus, conscientisés» et c'est quelque chose qui est hyper intéressant, quoi. Mmh. Et même des fois sur des choses un peu plus, je sais pas, sur les deuils, sur des choses comme ça, où il y a des choses qu'on n'a pas eu l'occasion d'exprimer à la personne. Je trouve que c'est important. Même qu'on y croit ou pas, je parle même Mmh. pas de s'exprimer directement à l'âme, mais ça peut être au moins d'exprimer, de sortir de soi ce qu'on n'a pas dit et ce qu'on garde en nous et qu'on a l'impression qu'on pourra plus jamais s'en défaire parce que ta personne n'est plus là, quoi. Mmh. Et je trouve que c'est un exercice qui est facile d'accès et qui est très puissant, à faire. Complètement, complètement et c'est marrant que tu parles de ça parce que, enfin de cette expression-là, parce que moi en ce moment, enfin depuis quelques mois là, je réfléchis pas mal à l'expression «hors de soi». Justement, ça m'a mis hors de moi, enfin Ah et oui. et 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 hem et des bienfaits, de temps en temps, d'être hors de soi. Mmh. Et c'est marrant que tu utilises cette expression parce qu'elle me semble assez juste dans une étape enfin, qu'on est obligé de passer effectivement. Moi, il y a une expression, justement quand, en fin de cycle là, et sur laquelle j'ai conscientisé l'épuisement pro, qui est: «Est-ce que ça en valait la peine?» Que j'utilisais beaucoup et là j'ai compris la peine en fait, dans le sens de tristesse, de Mmh. niveau émotionnel et maintenant cette expression-là, je l'ai en tête en se disant, quand tu te dis: «Est-ce que ça en vaut la peine?» particulièrement dans l'activité professionnelle, ça implique que est-ce que ça vaut, l'engagement émotionnel que tu es en Mmh. train d'y mettre? Alors c'est toujours difficile, hein, d'évaluer ça, mais du coup cette expression elle me sert. Ouais. Oui, c'est pas tant, l'effort que ça va me demander, c'est plus, l'impact émotionnel que ça Oui, va me coûter. oui, Ah, c'est intéressant de voir oui, sous ce oui, oui. C'est ce que j'ai dit à mes collaboratrices et puis aux équipes. Quand je suis partie, j'ai dit: «Oui, ça en valait la peine». Voilà, mais il y a eu de la peine. Mais il y a eu de la peine. Donc la réponse a été oui et hors de soi, ça pour moi c'est très lié à la place, et je sais pas si tu as lu, «Être à sa place» de Claire Marin. Tu la deuxième personne qui passe dans le podcast qui m'en parle de ce livre, Il faut lire ce livre. ouais, visiblement. Il faut alors il y a eu «Rupture» qui était très intéressant parce que justement, elle parle de ces moments de déchirure, qui font que tu te sens plus entier Mmh. ou entière, et il y a «Être à sa place» qui est en fait plusieurs chapitres pour, donc familialement, professionnellement, avec soi-même, enfin, où elle traite ce truc-là de se sentir à sa place. Sur plein d'aspects, donc tu as tout un prisme de regard là, autour de ça et de vécu, puisqu'elle a une activité, à la fois universitaire, mais aussi je crois en cabinet et je te laisserai le lire Ouais. parce que la fin est Ah, prodige enfin tu sors pas tu me spoil pas. indemne de ça, tu sors pas indemne de ça, mais hors de soi et être à sa place, tu vois, ça résonne. Ouais. Ouais, ouais. Il y a un effet miroir un peu là Et aussi, oui, et oui. ça a été un sujet pour toi cette histoire de place, dans ta carrière, vie perso, C'est un sujet permanent. C'est un sujet permanent, parce que moi j'ai une grosse difficulté
que moi, hein, sur la planète, hein. Ouais, ça consomme beaucoup d'eau, Ouais, ouais. Rester une voilà. place, Ah oui, c'est compliqué, hein? c'est compliqué, parce que c'est impermanent. Enfin, Mmh. tu ne peux avoir, aucune permanence et pourtant on est quand même dans une société où on travaille beaucoup sur l'identité. Mmh. C'est quoi mon identité? Comment je me présente? Voilà, est-ce que tu peux te présenter? Moi, maintenant, j'essaie de pas me présenter sous l'axe pro, dans un premier temps. Parce que c'est super compliqué de pas se Ouais, présenter sous l'axe pro. Bah, c'est ouais. est-ce que tu es maman? Est-ce que, tu vis à Montpellier? Enfin, c'est quoi mon identité? Mmh. Et l'identité, ça fait pas la place. Pour moi, ce qui fait la place, c'est extrêmement contextuel. C'est pour ça que c'est extrêmement impermanent. C'est l'épaisseur de la relation, c'est l'épaisseur du vécu, c'est à quel moment tu trouves de la nourriture et de la matière pour exister, en fait, et dans Mmh. laquelle tu te sens bien. Donc tu te poses aucune question sur toi et c'est fluide. Ouais. Et donc ce truc-là, effectivement, c'est un questionnement permanent. Hem Et en plus, bah, j'ai énormément de mal à avoir les codes, en fait. Quand je dis avoir les codes, c'est à savoir comment sont comprises certaines devraient être comprises certaines situations, comment se comporter dans certaines situations sociales, hein, j'entends. J'ai presque 50 ans, ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas faire ça, à faire ça. Donc je n'ai aucune notion des retours ou en tout cas de ce que ça provoque chez les personnes. Mmh. Pendant, une personne que tu connais, plutôt bien, avec laquelle j'ai bossé pendant des années, passait son temps, enfin pas tout son temps, mais une grosse partie de son temps à venir me voir après les réunions qu'on faisait et cetera, que j'animais, en me disant: «Ça, ils ont pas compris, ça, c'était top, ça, il faut que tu rectifies», Mmh. et moi je savais pas tout ça. Ah, il Enfin, t'a fait le retour, il me faisait le retour à mmh. chaque fois et heureusement parce que, je n'ai pas ces grilles de lecture-là et je les aurai jamais. Et je les aurai jamais. Donc être à sa place, c'est compliqué dans ces cas-là. Ouais. Mais du coup, tu fais par rapport à toi, hein, tu fais pas par rapport à Pour le coup, parce que des fois, c'est pas plus mal, hein. Je pense. Mais des fois, c'est compliqué aussi de trouver sa place quand on est là à essayer de compenser tout le monde, Oui, ça c'est, oui, oui, bah, ça du coup, j'ai un peu arrêté ça. bah, c'est Mmh. bien. Tu l'as trouvé aujourd'hui ta place? Pas partout. Ouais. Ouais, pas par non, non, pas partout parce que encore une fois, elle évolue avec notre propre évolution. Enfin, en tout cas, il me semble qu'elle doit évoluer. Il y a un côté quand même, de fond d'insatisfaction, hein. Enfin, c'est-à-dire moi, j'ai du mal à me contenter, en fait, donc ça implique de toujours un petit peu plus, donc Mmh. d'aller vers la limite. J'aime bien aller vers les limites et aller vers la limite, ça veut dire que ta place, elle est pas non plus en limite parce que c'est épuisant, Mmh. mais elle est dans cette Il y a cet tendance-là. équilibre à ouais, Mmh. à trouver quoi. Donc pour autant, dans une forme dans mon réseau relationnel, qu'il soit amical, personnel et ou de professionnel, qui beaucoup se mélangent, hein, d'ailleurs, là oui. Là, j'ai aucun questionnement sur, Mmh. est-ce que j'y suis à ma place? Est-ce que je suis quelqu'un de bien? Là, j'ai pas de sujet de place. Je peux avoir des sujets de place dans d'autres, Sphère. ouais, bah, là où c'est codé, en fait. Là où c'est très codé. Mmh. Qu'est-ce que toutes ces expériences, ça t'a appris sur toi? Waouh! Que je suis plus efficace, dans des situations où la plupart des gens le sont pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas forcément ce qui est souhaitable pour moi, hein, pour autant. En tout cas, ce que je disais à l'instant, pas Ouais. pas pas sur du long cours. Mais, dans des situations complexes et un petit peu de crise, je peux être d'une efficacité redoutable, là où, pour beaucoup, c'est la sidération, c'est l'angoisse et j'ai pas de jugement par rapport à ça, je fais avec ça. Mmh. Donc ça m'a appris ça. Ça m'a appris aussi beaucoup qu'il faut profiter de la vie parce qu'elle est courte, en tout cas elle peut être très courte et que malgré tout elle est belle.
et que les moments heureux et les moments de bien-être, il faut les prendre, faut pas s'excuser. Mmh. Voilà, et il faut les prendre tels qu'ils sont, il faut les vivre et pas se dire: «Ah, j'ai de la chance, j'ai pas de la chance». Ils sont là, prends-les, vis-les et au contraire, partage-les parce que ça se partage. Et puis que justement les moments qui sont pas top et sur lesquels on peut changer les choses, il faut se mettre en action et il faut changer le truc. Mmh. Faut y aller, Voilà, quoi. ouais, et puis les moments qu'on subit parce qu'il y a tu parlais tout à l'heure des deuils, des choses comme ça, là, il faut se dire quel est enfin moi en tout cas le truc que ça m'a appris, c'est de se dire, dans des situations sur lesquelles j'ai aucune maîtrise et pour autant sur lesquelles j'ai un rôle à jouer, heu, d'être debout. En fait, l'attente, tu vas en parler tout à l'heure de la cri des de certains moments de collaborateurs qui est très compliqué pour eux, ou moi dans ma vie perso, tu te dis: «Ce moment-là, en fait, tu pas d'autre choix, que d'être la personne référente, d'être debout et d'accompagner, en tout cas d'être le critère solide, dans ce moment-là pour les autres». Et puis ton moment de fragilité, il viendra un peu plus tard. C'est tu te le géreras un peu plus tard. Mais dans ces situations que tu entre guillemets «subis», faut être très conscient de son rôle et l'accepter. Ouais. Mmh. Sinon tu fais autre chose. C'est Merci beaucoup pour tous ces partages, très donc intéressants. C'est pas fini, on a encore un sujet à aborder, ah, mais je t'écoute. là, on va aller sur une sphère un peu plus perso, mais j'ai trouvé cette conversation, trop chouette. Il y a un autre sujet un peu plus perso qu'on avait, abordé, mais quand on s'est eu au téléphone pour préparer le podcast et qui concerne, les femmes de, Oui! autour de la cinquantaine, et qui est et qui est quand même un passage qui est pas si évident. Mmh. C'est toute cette période de préménopause, ménopause. Oui. Comment tu la vis toi, cette période-là? Pas bien. Je t'avoue que pas bien du tout. D'ailleurs, aujourd'hui, ce que je te disais en arrivant, je pense que je suis en down, hormonal, Ouais. hein, voilà. J'ai 2 boutons, qui me sont poussés en 2 heures. Je me suis levée en pleurant, donc très clairement, c'est gros critère de: «Ouh, ça va pas, je pense que tu es en down». Et en même temps, c'est pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une période que tu es obligé de vivre, hein, Mmh. Mais tu pas le tant choix mieux là. qu'elle arrive parce que ça veut dire que tu as passé, des caps et tu pas le choix donc faut l'accepter. Enfin, faut l'accepter. Moi, ce que je fais, c'est que depuis peu, j'accepte d'adapter, mon planning qui parfois est un peu chargé à ce que vit mon corps en fait et j'accepte petit à petit, j'en suis pas encore là je pense, mais une part de féminité aussi. Heu, parce que comme tu le disais tout à l'heure, il y a que les femmes qui vivent ça. Ouais, Qui le vivent parfois de plein fouet. ouais. Il y a pas grand chose qui nous y prépare. Oui, ça la parole commence, mais c'est pas encore, Mmh. on n'est Mmh. pas vraiment informé sur tout ce qui va se passer, quoi, hein. On a Non. l'idée de: j'ai plus mes règles, j'aurai peut-être quelques bouffées de chaleur, Voilà, mais ça se je limite vais pas à être un ça. peu en mode, irritable, mais effectivement ce truc-là de, en fait, comme on nous prépare pas très bien, peut-être mieux maintenant, moi à 50 ans, c'était pas le cas, à ce qui se passe, quand tu es préado et que tu vas avoir, les hormones qui Ouais. vont s'agiter dans tous les sens. Mmh. Parce que là, c'est à peu près la même chose qui se passe, sauf Ouais, que c'est, complètement. sauf que c'est 30 ans après, Ouais, quoi. ouais, Donc, complètement. tu vis des choses que tu as vécues à 16 ans. Enfin, Mmh. moi 16 à 15-16 ans. Donc tu comprends pas ce qui t'arrive, en fait. Mmh. Et effectivement, autant à 15-16 ans, on commence à t'en parler parce qu'il y a l'histoire de la reproduction, enfin ça implique des choses, Ouais. sur, la Faut protection et cetera. Autant entre 45 et 55 ans.
Et c'est ton fardeau, quoi, hein. Enfin, Ouais, tu tu tout seul face à ça. es tout seul face à ça, de toute façon, ça va t'arriver, donc tu dois t'en dépatouiller. Et moi, ce que je regrette, c'est que, parce que enfin, j'ai été dans des pas dans des cercles de femmes, mais dans des endroits féminins de type incubateur, accompagnement de projets de création d'entreprise, et qu'à aucun moment, ce sujet spécifique, on y passe ne serait-ce qu'une heure, ne Mmh. serait-ce qu'une heure, en se disant: «C'est pas, c'est pas mal que de se dire, on a des spécificités liées à notre corps, liées à notre cycle hormonal, qui vont avoir des impacts, plus ou moins, Mmh. sur, notre cerveau, parce que chimiquement ça a des impacts, sur notre, niveau d'énergie, et potentiellement sur notre corps en lui-même, sur notre physiologie et cetera. Donc c'est vrai que ça a des impacts, très, très forts sur l'ensemble des sphères, en fait. Et ça, on commence, ouais, moi je suis quelques comptes Insta, là-dessus. Après à l'inverse, il faut faire gaffe à pas se non plus entre guillemets «se complaire», Mmh. voilà, se complaire là-dedans. J'ai une amie avec laquelle on en parle beaucoup, et et qui me dit, bon, moi j'ai passé l'étape où dès que je suis en down, je m'enferme, il y a plus rien qui se passe et cetera, et laissez-moi vivre ma souffrance, Tranquille. tranquille. Foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix avec ma souffrance, je vais la gérer. Et donc de l'intégrer, en fait, hein, de l'intégrer dans sa vie, voilà. Mais on peut renseigner, ouais. C'est quoi toi les premiers symptômes, que tu as repérés, les premiers changements? Hem, alors moi, pour rentrer dans le détail de mon intimité, j'ai une protection hormonale qui est un stérilet Mmh. depuis presque 10 ans, donc j'ai pas de règles. J'ai plus de règles, depuis. Donc j'ai pas cet indicateur-là, Mmh. de justement ce que Est-ce tu que j'ai mon cycle ou disais, pas, quoi? voilà, où j'en suis du cycle, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est pas là, est-ce qu'il se ralentit, est-ce qu'il est plus là? Donc ça, du coup, le fait de pas avoir cet indicateur, c'est quand même, perturbant, mais pour autant, j'ai pas pu me fier à ça pour savoir. Donc non, moi, le premier indicateur, ça a été celui-là, ça a été l'impression de revivre mon adolescence, Mmh. avec encore plus de contraintes qu'ado, parce qu'ado, j'ai jamais fait de poussée d'acné ni rien, et là, une fois par mois, ça arrive. Ton cycle montre sa présence quand Sa même. présence, sur quelques endroits du visage très spécifiques en plus, donc c'est ce type d'indicateur. Petit à petit, ça a été quand même des downs, brutaux, donc à me mettre à pleurer sans raison, Mmh. vraiment sans raison, et me dire: «Ben, en fait, c'est pas dans ta personnalité, Ouais, qu'est-ce qui se là, passe, quoi? qu'est-ce qui se passe?» Et puis petit à petit à le marquer, moi j'ai pris l'appli, hein, pour ça, hein, donc marquer, ces indicateurs-là, et me dire: «Bah, ça arrive toujours quasiment Oui, tu as au même observé un moment». cycle Oui, de combien de jours à peu près? bah, de à peu près un mois. Oui, Voilà, donc après sur qui le se des vrai, fois qui se décale, mais le fait d'être sur un calendrier, enfin une application avec un calendrier, ça m'a beaucoup aidée. mmh, Parce que je me suis dit: «Bah, là, ouais, là, c'est ça, en fait, là, c'est ouais, ça». Et puis petit à petit, dès quand dans les downs, donc pleurs et ou gros moments de fatigue, hein, mais ouais. énorme, et puis qui passe très vite aussi. Et depuis quelque temps là, ça c'est moins drôle, quelques bouffées de chaleur. Voilà, la nuit essentiellement. Bon, mais il y a des femmes qui le vivent beaucoup moins bien, enfin vraiment, c'est la flaque. Mmh. Moi ça va, ça me réveille et puis je me dis: «Ah c'est ça», alors je me rendors. C'est Mais ce qui est le plus prégnant, c'est l'up and down, quoi. Mmh. C'est l'up and down, c'est-à-dire qu'il y a le down qui est violent, mais très court, et puis il y a des moments de up, pareil, très Ouais. intellectuellement, je referai le monde, hein. Enfin en 2 heures, je referai le monde, hein. C'est
C'est vrai qu'on retrouve un peu ces 2 phases là dans la ménopause ou la préménopause où effectivement c'est exactement ça, on revit la crise d'ado. On a vraiment cette balance, entre les œstrogènes et la progestérone qui est exacerbée. En fait, normalement, il faut qu'il y ait un équilibre entre les 2 Mmh. et souvent il y a, alors on peut l'avoir tout au long de notre vie, mais là c'est empiré si ça existe déjà. Ce qu'on appelle une hyperœstrogénie relative. C'est-à-dire que tes niveaux d'œstrogène, ils bougent pas trop. Par contre, ta progestérone s'effondre un peu et du coup, le ratio entre les 2 est plus lent et c'est là où tu as tous ces syndromes aussi un peu comme un syndrome prémenstruel, un peu plus marqué, voilà, le ventre gonflé, souvent tu peux Oui, avoir des troubles digestifs aussi, le moral complètement, d'un coup on chiale, on sait pas pourquoi, ouais. un peu même au niveau de la poitrine, on peut avoir des seins douloureux, des choses comme Mmh. ça. Enfin ça, c'est vraiment, voilà, un syndrome prémenstruel exacerbé, on va dire et après ça rebalance où là, l'œstrogène s'effondre aussi un petit peu et où là, on va rentrer dans tout ce qui est plus bouffée de chaleur, problème de sommeil, ce genre de choses Exactement. qui peut arriver, quoi et c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles on n'est pas sensibilisé et il y a aussi ce passage où on change rien à ses habitudes de vie Ouais. et d'un coup, notre corps réagit pas pareil et ça enfin, j'imagine, du coup, ça doit être très perturbant, Oui, ça l'est. Ça l'est et particulièrement, tu vois, moi, je te dis, ça l'est, sur deux choses, le planning. Enfin, ouais. quand je dis le planning, c'est que j'ai toujours eu tendance à faire les choses, alors pas en last minute, mais un peu et en fait, à trouver de la stimulation et donc de la capacité à faire mieux, dans cette gestion des échéances et le fait d'être en préménopause, m'oblige petit à petit, j'arrive à m'y faire là, ça y est, à modifier ce comportement-là parce que, quand je suis en down, heu, malgré toutes les stimulations, malgré tout l'intérêt que ça peut avoir, je ne peux pas intellectuellement, me concentrer suffisamment sur une production pour arriver à avoir le bon niveau de livrable, quoi. Mmh. Donc du coup, maintenant, de plus en plus, je fais les choses, au fur et à mesure. Oui, tu as Bon, réadapté ta façon de ouais, travailler, ouais, ça. Je suis très consciente que ce que je te disais en préparant, quand je suis en down, je ne dois pas prendre une décision structurante. mmh. Donc on va pas choisir un pot de peinture pour la maison, on n'envoie pas sa démission au boulot, on ne fait pas tout ça. On résout pas une situation structurante au moment du down, surtout pas. Et ça pareil pour les femmes chefs d'entreprise, créatrices d'entreprise, il faudrait leur dire. Heu et puis, ce que j'ai pas encore réussi à intégrer, c'est une meilleure façon de me nourrir. Ou en tout cas une régularité un peu plus importante dans la façon de me nourrir. Je le dis en riant, mais c'est réel. C'est que depuis quelque temps, je me dis: «Bah, en fait, il faudrait que tu manges le matin». Moi, je mange pas le matin depuis longtemps, longtemps, depuis presque 20 ans et en fait, là, je vois bien que, juste, une biscotte avec du beurre, enfin 2 biscottes avec du beurre à Mmh. 10 heures. C'est surtout que je le fais pas et quand je le fais, sur quelques jours parce que j'ai des vacances et cetera, je vois bien que ça régule tout le reste, en fait. Ça régule, la fringale de 17 heures parce que sinon, selon où j'en suis, je suis en hypo, Mmh. pur et dur à 16-17 heures et là, il faut que je m'alimente, donc ça veut dire qu'à 19 heures, rebelote. Ouais. C'est et donc ça, j'y viens, mais je suis pas encore bien. Pour moi, ce qui est important, surtout dans ce premier repas, c'est de prendre aussi une source de protéines. C'est Ah vraiment oui, elle qui va aller réguler, justement ses coups de barre, ses fringales, ses envies de sucre, et cetera. Ça, c'est vraiment important, tu vois, de rajouter un peu de jambon, à tes biscottes, 2 œufs durs, un skyr, quelque chose comme mmh, ça et là, ça impacte vraiment, la suite, hein. ouais. Ouais, ouais. Oui, Ça, c'est, même tout ce qui est concentration, quand il y a le petit coup de barre aussi, ça peut aussi s'exprimer comme ça. On a du mal, à rester focus, on est un peu irritable. Enfin voilà, ça c'est vraiment pour moi, une des choses qui va être le plus impactante et assez facile à mettre en place, une protéine, dans le premier repas en tout cas et dans l'idéal c'est le matin mais mmh.
Ça, c'est quelque chose qui est important, quoi. Parce que juste les biscottes, j'aurais peur, tu vois, que ça fasse Ah favorise quand oui, même un au peu plus. contraire, Ouais, que ça les glucides, ouais, 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 s'emballent. c'est ça. C'est Qu'on se dit: «Ah trop bien, ah!» ah mais non! Oui, donc oui, ça oblige quand même voilà, à revoir certaines, habitudes Mmh. et c'est pour notre bien aussi, hein. Ouais, puis c'est une étape. Comment tu le vis, parce que des fois, ce qui peut revenir aussi, c'est, quand des retours que j'ai, alors il y a plusieurs choses à faire. Des fois, il y a presque un peu le deuil de la maternité à faire Ah oui. dans ce moment-là et il y en a certaines, la dernière fois, on m'a dit, un peu comme une impression un peu de faner, comme si on perdait de son éclat parce que, Mmh. Oui, parce que la peau sèche, parce que, ouais on a et les yeux qui sèchent, il y a tout qui sèche. oui, ça c'est vrai. Donc je comprends cette expression de faner. Hem, sur une forme de fin de cycle un peu. Oui, c'en est une Hem, d'un côté, hein. c'en est une, Ouais, mais c'est complètement. un passage, quoi. Il y a un nouveau cycle Exactement, derrière, quoi. C'est pas la fin, définitive. exactement. Alors, là-dessus, moi, j'ai pour l'instant en tout cas, j'ai moins ce vécu-là, parce qu'à la fois sur le sujet de la maternité surtout, alors des fois c'est dur à entendre, hein, pour certaines personnes, mais moi je voulais pendant longtemps, je voulais pas d'enfant. Après j'en voulais un très fort, c'est je l'ai eu et après l'avoir eu, j'en voulais plus. Donc le deuil de la maternité, Mmh. il évoque pas grand-chose pour moi parce que, en fait, ce deuil-là, moi, je l'ai fait il y a 20 ans. Ouais. Heu, Alors ça peut être le deuil de la maternité ou le deuil de la fertilité. Il y a peut-être une ouais, petite nuance qui peut, oui, ouais, effectivement, mais c'est OK, quoi. oui, ça, Mmh. ça, ouais, vraiment. Mais je Mmh, pense que ça ça en ça tout cas, ça a l'air ça peut-être OK. voilà, ça c'est assez OK. Sur la fin de enfin, sur l'impression de faner, je comprends assez fortement ça pour le coup, parce que, moi j'ai toujours aimé plaire et j'ai pour le coup je pense assez conscience de l'effet que physiquement, en tout cas, je peux ou non, Mmh. d'ailleurs induire. Et je suis assez à l'aise avec ce type de relation, enfin, ce que ça implique dans la relation. Ça me gêne pas, ça me dérange pas d'ailleurs quand je sens que c'est jouable d'aller délirer autour de ça, enfin, d'en jouer. La préménopause et la ménopause, elle implique quelque chose qui est de l'ordre de la vieillesse et donc d'une forme de dégradation physique et qui s'accélère avec, les chutes hormonales Mmh. et ne serait-ce que de la peau, donc plus de rides, en même temps ce qu'on disait tout à l'heure, un up, où on se sent ado, donc on a des comportements d'ado et en même temps on se dit: «Bah, en fait meuf, tu as 50 balais, et quand tu cours un peu, tu as mal aux genoux, tu as mal à la cheville, tu as mal à la hanche, donc ça marche plus ton histoire là, tu bois 4 verres d'alcool, tu mets 4 jours à t'en remettre, ça marche plus tout ça». Et donc c'est comme les plaques là, tu sais, sous la terre là, elles se frottent un peu et ça, c'est compliqué à vivre. Pour moi, ce qui se passe, c'est finalement, comment tu continues à être, dans quelque chose où la re enfin, où tu vis bien, ton ce à quoi tu ressembles en fait, Mmh. Ton extérieurement, apparence. ton apparence, ouais et pour moi ça c'est un peu compliqué aussi parce que je ressemble énormément à ma mère. Vraiment, physiquement, je ressemble énormément à ma mère. Donc quand, et que j'adore et qui est une belle femme, hein, mais du coup quand je vois ma mère et des fois quand je me vois, Mmh. aujourd'hui dans le miroir, je vois ma mère Il y a 20 ans, quoi, il y a 20 ans, mmh. exactement, à mon époque et ça, ce truc-là, d'avoir l'impression de voir sa mère quand on se regarde à certains moments, même de façon fugace, Ouais.
heu, c'est chaud, Ça quoi. doit être perturbant. Ouais, c'est chaud. Parce que c'est le moment où tu réalises le regard des autres, en fait. Enfin, moi, en tout cas, c'est le moment où je réalise en la réalité du regard des autres sur où j'en suis, Mmh. sur mon apparence, justement. Et c'est là où je me dis: «Mais en fait, tu plus 16 ans, tu plus 20 ans, ma chérie». Ouais. Donc ouais, c'est perturbant. C'est Oui, je veux bien le croire. Tu as trouvé des aides, des choses qui t'ont aidé un petit peu à passer ce cap? Les crèmes? Ouais. Ah ouais, les crèmes, mais depuis longtemps. Bah, comme tout à l'heure, en fait, c'est-à-dire l'acceptation, les activités, le yoga et cetera. Bah, pour l'instant, en tout cas, pas plus. Mmh. Voilà, la réassurance aussi, si, ce qui m'a aidée, mais parce que ça, c'est ma personnalité, c'est d'aller faire quand même quelques examens, Médicaux pour checker que médicaux. tout aille Voilà, bien, mmh. voilà, que bon, bah, ça suit son cours, quoi. Ouais. Donc qu'il y ait pas de problème d'ovaires, enfin Ouais, voilà, que physiologiquement, il y ait pas de sujet. ouais. Donc ça m'a aidée aussi à me dire: «Bon, ben, accepte et adapte-toi, en Mmh. fait». Merci beaucoup Aurélie. J'ai quelques dernières petites questions pour terminer. Est-ce que tu peux me donner, ta définition de la performance? Oh, c'est compliqué parce que mon référentiel, il est quand même énormément sur le milieu pro. Ouais. Alors je suis pas sûre que ça soit le référentiel vraiment. Pour moi, la performance, c'est la jonction entre son flow personnel, enfin, c'est le ressenti de son élan vital, c'est où j'en suis par rapport à ça, comment je suis complètement dedans ou au contraire je l'abîme et le besoin externe, le contexte dans Mmh. lequel ça vient S'intégrer, améliorer. ouais. Ouais, exactement. Voilà, donc j'ai pas une définition exacte, mais j'ai surtout à un moment donné, le fait d'être, parce qu'on est, par nos capacités, être en capacité d'améliorer une situation, de la rendre meilleure. Mmh. Voilà. Ce que j'allais dire, peut-être que je peux transformer cette question en quel est ton rapport à la performance? Ah, il est ambigu. Il est extrêmement ambigu parce que quand les situations, elles sont médiocres, c'est insupportable. Voilà, pas que pour moi, hein, mais Oui, pour toute mais l'équipe quoi, pour toute j'imagine. l'équipe, pour une entreprise, je lui dis: «Bah, là, on a généré de l'insatisfaction, ou alors on n'a pas fait de notre mieux, et donc du coup, on est dans quelque chose qui est oui, ce que j'appelle médiocre. C'est pas un jugement de valeur, c'est que c'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu faire. Ça, c'est quelque chose qui est assez insupportable pour moi et en même temps, des fois, je vois, comment ça peut mettre en limite et en douleur, un certain nombre de personnes, parce qu'on n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes curseurs au même endroit et je me dis: «Bah, ça vaut pas le coup». En Mmh. fait, ça vaut pas le coup que certaines personnes, elles se mettent en grande difficulté, y compris personnelle, pour un truc où finalement le curseur, c'est toi qui l'as positionné là, quoi. Heu, voilà, donc c'est ambigu, le rapport à la performance chez moi. C'est Où est-ce qu'on peut te retrouver Aurélie? oh bah là, en di en digital, on va dire. Sur les réseaux sociaux et particulièrement, sur LinkedIn. Moi, je me sers beaucoup d'Insta, mais c'est très perso. Ouais, c'est un Insta perso? Ouais, c'est un Insta perso, donc si vous voulez voir ce que je mange, les Je beaux peux paysages je et peux les le mettre belles quand même? expos. Oui, oui, OK. oui, c'est Aurélie, underscore Armand là, enfin, c'est assez simple. Vous y découvrirez c'est un compte public en plus, hein, vous découvrirez, toutes les belles expos, tout ce que je vois de beau en fait, et qui me Mmh. plaît, je le mets sur Insta et sur le pro, c'est LinkedIn essentiellement. Donc là, c'est Aurélie Perret-Armand. Et là, j'essaie de partager, beaucoup plus de sujets perso, pro, en y mettant un peu de conviction.
Trop bien. Voilà. Et j'ai une dernière question. Qui c'est que tu aimerais entendre sur le podcast? Mmh. Plein de personnes. Hem, une personne qui pourrait être à laquelle je pense là parce que je pense à plein de gens, mais qui travaille, qui a beaucoup bossé sur elle, qui a un parcours de vie assez, qui est passionnant et qui propose des choses aussi intéressantes, c'est Patricia Jeanneret. Moi que j'ai rencontrée, quand elle était je l'ai rencontrée parce que c'est elle qui m'a embauchée, DRH de la Mutuelle des motards et qui après a eu un parcours, autour de l'assurance, de personnes, de la protection sociale et qui depuis quelque temps développe un écosystème et des réponses, pour, les perspectives de retraite. Et notamment en adressant à la fois le sujet de qu'est-ce que ça génère justement dans ma place, de cette perspective de départ en retraite. Mmh. Donc comment j'accompagne ça? Comment je l'accompagne au niveau aussi, du financier, et en particulier pour les femmes. C'est-à-dire que les femmes, elles ont du mal à se constituer un patrimoine à elles, dont elles peuvent bénéficier après à la retraite et donc elle a ce sujet, qui la porte. Voilà, donc je pense que ça serait intéressant de l'entendre. OK. J'irai lui envoyer une petite invitation. Avec grand plaisir. Merci Aurélie Merci Carole. et à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Au-delà des performances. J'espère que cette conversation vous a inspiré et donné des clés pour intégrer davantage de bien-être dans votre quotidien. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser une note ou un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, cela m'aide beaucoup à faire grandir ce projet. Pour continuer la discussion ou en savoir plus sur mes accompagnements, retrouvez-moi sur Instagram à inspiration.naturo ou sur LinkedIn à Carole Messonnier. J'y partage régulièrement des conseils et des inspirations autour du bien-être et de la performance. Encore merci pour votre écoute et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, à bientôt!